Alors, on va enchaîner du coup après cette présentation extrêmement riche avec du coup 4 lauréats de l'appel à projet 1525 qui a été opéré par le CNC. L'appel à projet 1525, d'abord, c'est quoi pour un peu resituer? C'était un dispositif exceptionnel qui était financé par le plan de relance doté de 2 millions d'euros, qui était volontairement expérimental. Une vraie expérimentation pour faire émerger de nouvelles actions de diffusion à destination d'un public jeune, justement, 15-25, qui était construit, enfin les projets devaient être construits autour d'un lieu physique, mais prendre en compte la dimension numérique. En intégrant un volet numérique pour inventer ou renforcer des nouvelles modalités de transmission ou d'interaction permettant de conquérir, reconquérir ou stabiliser ce public jeune. L'appel à projet était volontairement extrêmement ouvert. Il était à la fois ouvert aux acteurs privés et aux acteurs publics, et on y reviendra. Il était ouvert aussi avec un objectif de valoriser les œuvres au sens très large, audiovisuel, cinématographique, de l'image animée d'un point de vue général, quel que soit le genre. Il y a du jeu vidéo dedans, il y a des expériences immersives parmi les lauréats. Et enfin, très ouvert aussi sur sa dimension géographique, puisque il était ouvert à l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, parmi les 4 projets qui sont aujourd'hui, on y reviendra aussi, ils sont dispatchés sur à peu près l'ensemble du territoire. Voilà, donc ça c'était juste un petit rappel sur ce qu'était 15-25, qui assumait complètement son objet d'expérimentation, avec justement l'objectif de répondre à un certain nombre d'enjeux qui ont été mentionnés dans l'étude qui a été présentée par Cécile. Donc aujourd'hui, autour de cette table, je remercie, et dans cette salle, je crois, l'idée c'est, il n'y a pas de Cassandre, et je crois que les éléments qui ont été présentés par Cécile et ce que vous allez nous dire de vos projets démontrent qu'il y a toujours un intérêt des jeunes pour le cinéma et pour la salle de cinéma. Simplement, effectivement, les codes évoluent, les références culturelles évoluent, les usages évoluent, et donc effectivement, le lieu salle de cinéma est probablement un endroit qu'il faut en partie réinventer. Même si, on va le voir pour un certain nombre de projets, il faut parfois se méfier des choses ou des usages que l'on projette sur ce qu'on pense être les codes des 18-25 et de ce qu'ils peuvent attendre de la salle de cinéma. Et donc, on y reviendra. Et juste pour terminer très rapidement avant de laisser la parole, parmi les choses qu'on retient et qu'on a voulu retenir dans le cadre de cette table ronde par rapport à ce qui a été dit avant, et sur lesquels vous avez tous travaillé, le fait que le film, ça a été dit, n'est plus le contenu roi. Il existe aujourd'hui aux côtés d'autres types de contenus. Il y a une mixité des usages, on y est, Cécile l'a dit à de nombreuses reprises, entre le cinéma, les plateformes de SVOD ou d'autres types de contenus. Il y a un impact de la digitalisation des jeunes sur la manière de concevoir le cinéma et leur manière de venir au cinéma. Et il y a évidemment des enjeux d'événementialisation, de socialisation, de désir d'expérience, d'adaptation de la programmation à des imaginaires ou des références culturelles qui ne sont plus nécessairement celles de ma génération aussi, parce qu'il faut que je m'y fasse, je ne suis plus un jeune. En tout cas, je ne rentre plus dans la cible 15-25. Et le dernier point intéressant, et là aussi, dans les 4 projets que vous avez là, il y a une phrase très importante qui a été prononcée par Cécile, c'est qu'il n'y a pas un public jeune, mais il y a des publics jeunes. Et d'ailleurs, vous avez tous une manière d'avoir répondu à certains verrous, s'adresser à ces publics jeunes-là, qui sont totalement différents. Donc du coup, pour faire une petite présentation, on a aujourd'hui 4 projets. Donc le projet qui est porté par MK2 en partenariat avec YouTube, donc qui est présenté aujourd'hui par Étienne Rouillon. Il y a le projet Imperceptible qui est présenté aujourd'hui par Alexa Ménard, le projet La Forêt électrique qui est porté par Agnès, et le projet Les Mycéliades qui est porté par Emmanuel. Donc on va commencer par une petite présentation de chacun des projets. Donc je vais passer évidemment la parole à mes invités. On va commencer par MK2. Étienne, si tu veux me dire un mot. Non, il est encore tôt.
Je me suis levé très tôt ce matin. Donc je suis Étienne Royon, je suis directeur des éditions, je travaille chez MK2. Nous, on avait répondu au projet avec une volonté de faire venir de nouveaux contenus dans la salle, avec une visée qui était de donner le goût du cinéma, mais aussi donner le goût de la salle du cinéma. Donc on s'est rapproché dans un premier temps des créatrices, des créateurs sur YouTube. Ça a largement dépassé le cadre ensuite, mais pour vous résumer le projet de la manière la plus synthétique, c'était à la fois d'avoir des éléments d'avant web, donc des avant-premières en salle de contenu qui ensuite sera disponible sur le web. Et on a aussi un format plus événementiel qui emprunte au talk show et un peu à la playlist de soirées de court-métrage, par exemple, où on se réunit à plusieurs pour voir des incunables de YouTube, des vidéos cultes ou des vidéos, là aussi, en avant web. Donc ça s'est fait toute l'année dernière et l'année prochaine on continue, on va poursuivre sur cette logique-là. Voilà, puis je te passe la parole. Alors on va enchaîner avec, parce qu'il y aura des visuels avec Imperceptible, du coup, si tu peux nous présenter effectivement un peu le projet. Ouais. Cool, merci. Donc moi à l'époque j'étais administratrice des cinémas indépendants parisiens et c'était au sortir du Covid qu'on a commencé à réfléchir à Imperceptible avec d'autres projets également pour les cinémas parisiens. Parce qu'on avait un peu peur de la désaffection des 20-25, mais on va dire 15-25 pour l'appel au projet CNC, de la perception qu'ils avaient des salles de cinéma art et essai indépendantes parisiennes, qui étaient plutôt vues comme des salles un peu vieillissantes, avec un public dans lequel ils ne se reconnaissaient pas et des films dans lesquels ils ne se reconnaissaient pas également. Et ça vient aussi d'une rencontre avec un étudiant en design qui se posait les mêmes questions dans les cinémas à Nantes, et dont j'étais la tutrice de mémoire, et on a vraiment réfléchi sur l'aspect perception et changement du coup de réputation à la fois des cinémas art et essai indépendants et des films art et essai, en travaillant plutôt sur un public urbain, on va dire. Et donc ça a donné un festival de séances secrètes où on a essayé d'inverser un petit peu le travail sur les films, en imaginant vraiment de se baser donc à la fois sur un ton et sur un univers pour renverser l'image, donc des salles un peu vieillissantes et parisiennes, et plutôt de les rendre un peu attractives en les rendant, on va dire, underground à la berlinoise, c'est-à-dire un peu planqués, les rendre planqués, se dire que c'est dans ces endroits-là avec des petites jauges où il se passe des événements un peu pour les happy few, et donc de travailler là-dessus. Tout en essayant de miser sur des codes communs aussi de ces jeunes, de ce qui avait fonctionné, c'est-à-dire l'urbex, les géocaching, les soirées possession, les Midwars Club à Berlin, et sur Pokémon Go un petit peu, pour travailler donc du coup sur différents axes. Un premier axe qui était vraiment une implication des jeunes pour venir en salle de cinéma. C'est quelque chose qui devait être travaillé sur l'activation de communauté et la valorisation de la rareté du côté éphémère aussi, avec un ton un petit peu... Ouais, pardon, là, ça se défilera après. Ça, peu importe l'ordre dans lequel vous le mettez. Et donc, du coup, là, ça a donné un parcours urbain avec vraiment des planques à trouver et des caches à trouver qui développaient en fait des jeux en réalité augmentée. Et c'est uniquement en jouant qu'on pouvait débloquer l'univers et les soirées qui étaient toujours liées aux thématiques des films. Donc ça, c'était vraiment le premier axe, c'était vraiment sur l'accès en salle, de le rendre un engagement en fait du spectateur pour arriver dans la salle de cinéma, et de travailler un angle technologique et donc un petit peu immersif. Donc vraiment, le film était au centre, mais différemment d'habitude. C'est-à-dire que, comme vous l'avez vu sur les images, on a vraiment réfléchi sur les décors des films pour créer tout un gameplay. Les parcours étaient liés aussi aux univers des films. Tout ça qui menait à la salle de cinéma, et en fait, les soirées ensuite qui étaient débloquées étaient des soirées augmentées, et cette fois-ci le côté immersif, il n'était plus dans la technologie, mais vraiment dans l'aspect expérience collective et expérience un peu unique qu'on ne verra que dans ces petites salles où les jauges sont vraiment réduites, pour vraiment travailler sur cet aspect communautaire et travailler le côté un peu subversif, c'est un peu fort, mais c'était un peu l'idée de départ. Donc ça a donné ces séances, un festival de séances secrètes qui a eu lieu à Paris et à Budapest dans un premier temps en simultané, donc il y avait la possibilité pour gamifier encore plus le jeu de vivre l'expérience festival dans les deux pays. Et ensuite on l'a développé en faisant une petite tournée en France. Merci beaucoup. Du côté de chez toi, du coup, Forêt électrique, quel est le projet et comment c'est venu ?
Alors, je ne sais pas s'il y a la présentation aussi sur laquelle... Super. Du coup, moi, je suis installée à Toulouse maintenant et on a ouvert une nouvelle salle de cinéma. Du coup, c'est avec ce projet de nouvelle salle qu'on a répondu à cet appel à projet diffusion culturelle. Parce que pour nous, la question globale qu'on se posait à ce moment-là, c'était de se dire pourquoi les gens vont sortir pour aller au cinéma. Donc nous, notre projet est un peu différent parce qu'il s'ancre vraiment dans un nouveau lieu. On avait remporté un appel à projet de la ville de Toulouse en 2020 et l'appel à projet est sorti dans la foulée. Alors, nous, on y a répondu sous plusieurs axes. Donc ça, c'est le lieu. Comme vous pouvez voir, on est en train de réhabiliter d'anciens ateliers de menuiserie qui font un peu plus de 1000 mètres carrés. Et autour de notre site, la ville fait des travaux très, très importants de reconversion du quartier qui verront le jour pour une ouverture d'un site global en 2027. Alors, plutôt que d'attendre, nous, de faire les travaux en 2026, on s'est dit, en fait, profitons de ces années pour préfigurer les usages, les activités, avec une idée qu'on avait très envie de tester, qui était de pouvoir intégrer cette idée de fabrication, de mettre des artistes au cœur de la salle de cinéma dans ce nouveau modèle. Donc là, vous voyez quelques images. Ça, c'est les workshops qu'on organise tous les samedis. Et peut-être pour revenir à la slide d'avant, parce que c'est vraiment le cœur de notre projet, on organise... Alors, on a des fils rouges thématiques où on peut ouvrir chaque année du printemps à l'automne autour d'un fil rouge qui va connecter des événements, des projections de films, mais aussi des ateliers et tout un tas d'actions, disons, pour impliquer des artistes et parler de fabrication, de processus. Nous, on est vraiment parti de cet axe-là, de se dire, pour répondre aux nouveaux codes, en fait, il faut qu'on se questionne sur la cinéphilie. Et pour nous, il y avait quelque chose de très important, c'est qu'on avait l'impression, et on faisait aussi un peu partie de ce public-là, qu'on avait envie d'en savoir plus sur les films, sur leur processus. On avait envie que la salle, ce soit un lieu où ça se passe, un lieu de vie. Alors ça, on en a un peu parlé tout à l'heure, et pour moi, ça résonnait pas mal avec des conversations qu'on avait. Cette idée qu'on se dit, le film dont on parle, nous, en fait, on l'a un peu extrapolé avec cette idée d'être le lieu où ça se passe et d'essayer de connecter les films qui ne sont pas toujours des films d'actualité, même vraiment pas du coup chez nous pour le moment, mais de se poser la question de qu'est-ce qui crée du désir en fait autour d'un film pour de nouvelles générations et comment on peut sortir de cette américanisation, cette exclusivité, cette idée de dépendre comme ça d'un flux en étant une salle de cinéma, du coup en ayant au cœur une ligne éditoriale qui va permettre de repenser cette cinéphilie, mais autour de processus, un peu cette génération tuto. Vous voyez, les gens sont de plus en plus, les jeunes, à même de comprendre les process. Donc, c'était tout le cœur de notre projet, à travers des actions très concrètes, un appel à nanométrage, c'est une sorte de concours qu'on décline à l'année pour encourager les talents sur le territoire à faire des films, une résidence dans les murs. Donc ça, je crois qu'on le voyait un peu avant, on a des espaces de création où on accueille des projets de films en résidence dont on fait la médiation via nos réseaux. Donc voilà, il faut imaginer que, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais toutes ces actions de création, elles viennent nourrir nos réseaux, créer un sentiment de confiance, de familiarité, parce qu'on les lie à des codes aussi de communication où on essaye d'avoir un tout cohérent. Et ça nous permet, avec ce fil rouge de saison, de travailler autour de thématiques et d'inviter de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire parfois des expositions, des concerts, où on n'est pas dans un angle que technique, on ne fait pas que des masterclass, mais on est à même de travailler sur cette question du processus. Mais je parlerai peut-être d'exemples un peu plus concrets tout à l'heure. On y reviendra après sur les VO. Et effectivement, peut-être que tu peux nous présenter donc, le dernier projet, les Mycéliades, du coup, qui est encore un projet totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Là aussi, il y a des petits visuels. Donc, c'est vrai que pour nous, à la DRC, l'appel à projet 1525 qui est apparu maintenant, il y a un certain temps, ça nous paraît proche, mais en fait, c'est assez lointain. Ça, pour nous, à l'agence, ça a été, c'est vraiment tombé à point nommé parce que depuis un certain temps, on tournait autour de deux envies, deux désirs à l'agence. C'était de collaborer avec une autre structure, une autre association qui copilote avec nous cet événement qui est Images en bibliothèque. On a fait plusieurs choses, notamment autour du mois du doc avec eux et d'autres événements, des choses qui tournaient autour de la jonction salle de cinéma et médiathèque, livre et cinéma. Et on voulait matérialiser ça un peu de façon plus concrète avec eux. Donc cet appel à projet, on avait rencontré d'autres structures, mais avec Images en bibliothèque, il y a quelque chose d'assez logique, cohérent qui s'est tout de suite cristallisé pour concevoir ensemble, ADRC et Images en bibliothèque, un dossier d'abord pour répondre à cet appel
Concrètement, on s'est dit, voilà, vous, du côté d'Images en bibliothèque, spécialiste de médiathèque, bibliothèque, nous à la DRC, plutôt salle de cinéma, pourquoi pas, parce qu'on a bien réfléchi à la chose, pourquoi pas réfléchir à un festival qui allierait ces deux pôles culturels au sein des villes, qui sont très importants en matière de dynamisation des territoires. Donc on pensait que ça allait valoriser plutôt notre projet dans le cadre de l'appel, de faire quelque chose en coordination. Donc il y avait cet aspect-là à la DRC en termes d'accompagnement des films et des œuvres dans les territoires, qui est l'une des grandes missions. Il y a peut-être un élément sur lequel on était peut-être moins présent, c'était la question, non pas du jeune public, mais la question du public jeune, le public 15-25, 15-35. On avait moins de choses à proposer aux salles et au public, finalement. Donc avec cet appel à projet, on s'est dit qu'on pouvait allier ces deux envies-là, travailler avec Images en bibliothèque et sur la question du public jeune. Donc on en est arrivé, après moult réflexions, à l'idée d'un festival très localisé dans le temps, pendant une quinzaine de jours, donc du 1er au 15 février, première édition 2023, où pendant 15 jours, dans 50 à 60 villes, eh bien, salles de cinéma et bibliothèques allaient travailler ensemble à créer des passerelles projection, des passerelles d'animation, de rencontres, d'ateliers, d'événements, pour créer, initier, favoriser des transferts de public jeune entre médiathèque et cinéma, avec des événements qu'on a essayé de faire attractifs auprès de ce public-là, en alliant diverses choses. La thématique, depuis la première édition jusqu'à la prochaine en 2025, reste autour de la science-fiction, parce qu'on a pensé, et ça rejoint peut-être un peu ce qu'on a vu dans l'étude, que ce public-là est plutôt friand de cinéma de genre, pas que la SF, mais en partie la SF, et que ce domaine-là de la science-fiction nous permettait de parler de plein de choses, de films, de jeux vidéo, de littérature, de BD, de manga, de création numérique. Donc très très bon support, et ça nous permettait d'avoir une vraie entrée sur des personnes très prescriptrices pour notre public, qui est les créateurs et créatrices du web. En matière de science, en matière de fiction et en matière de science-fiction, on a là beaucoup de contenus qui sont réalisés. Donc on en parlera sans doute un peu plus après, mais l'idée c'était vraiment de collaborer avec la création web en science et en fiction pour créer la collaboration à l'écran, les écrans web, et en salle de cinéma et médiathèque. Et du coup, je vais te laisser continuer la parole. Juste, donc, du coup, vous voyez, il y a un panel quand même assez large où on a d'abord du côté de MK2 la force d'un réseau qui a choisi de faire rentrer autre chose que du cinéma dans sa salle. Du côté d'Imperceptible, de s'appuyer sur un réseau de salles, mais de travailler sur l'amont, ce qui se passe en avant, donc sur comment motiver, gamifier l'acte de venir en salle. Chez toi, on a l'ouverture d'un lieu un peu réinventé qui est une salle de cinéma, mais pas que, et qui met aussi les ateliers de fabrication au cœur de son modèle. Et de l'autre côté, on a du côté des Mycélades, on s'est centré sur une programmation cinématographique et comment la faire sortir de la salle de cinéma avec des liens médiathèques, etc., et qui se poursuit avec des ateliers, des échanges, etc. Donc on a quatre typologies de projets complètement différents qui ont choisi d'agir sur des leviers qui sont pas tout à fait les mêmes. Et donc c'est la deuxième partie de la discussion que j'aimerais bien continuer. C'est quand vous avez créé votre projet, quel était le ou les leviers sur lesquels vous souhaitiez insister, ou ou les freins que vous souhaitiez à tout prix faire sauter. Et donc du coup, je vais rester avec toi sur les Mycéliades. Oui, la difficulté en 2023 pour la première édition, il y a une première grande difficulté, c'est d'avoir réussi à réunir les 50 à 60 villes. Finalement, on en a eu un petit peu plus. Par rapport à un projet tout à fait nouveau, qui n'était pas du tout identifié, qui l'a un peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, en 2023, elle n'était pas du tout. Donc déjà, motiver les structures, parce que c'était quand même 120 à 130 structures à intégrer dans la dynamique. Donc ça, une première difficulté partout en France et en Outre-mer. Donc ça a été une difficulté, et ce qu'on a essayé de faire de prime abord, c'est de contacter d'abord des créateurs, créatrices, des youtubeurs, aussi des streamers, streameuses, qui pour nous réunissaient deux éléments, c'est-à-dire qu'ils avaient derrière eux et derrière elles une communauté qui était susceptible de les suivre en salle de cinéma,
et puis aussi qui produisait des contenus que nous on estimait en tout cas de qualité et qu'on était fiers d'assumer en salle de cinéma, en bibliothèque. Donc on a pris certaines personnes qu'on a qualifiées d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc là, on voit défiler, on a Nicolas Martin, là, l'ancien producteur de France Culture. On a aussi des youtubeurs comme le capitaine du Nexus 6, Monté de Linguisticae, spécialiste de linguistique sur YouTube. Balade mentale, Théo Drieux, spécialiste d'astrophysique sur YouTube, entre autres. Et ces personnes-là, on s'est dit qu'elles pouvaient être, nous porter dans une dynamique de communication et d'éditorialisation, donc pour faire venir du public et pour créer du contenu sur le web, des vidéos, des streams ensemble, pour porter le festival d'un point de vue de communication, et ensuite aller à la rencontre des spectateurs, spectatrices, des usagers et usagères en bibliothèque, pour des animations, des rencontres, des ateliers. Je prends souvent l'exemple, et là c'était à Montpellier, il me semble. À Montpellier, on a eu Monté de Linguisticae, qui est venu, il a fait 6 autres villes aussi, et qui est venu pour faire un atelier de création de langues extraterrestres avec le public, parce que c'est un spécialiste de linguistique. Après la diffusion, tu montrais le Denis Villeneuve, Premier Contact. Dont évidemment le scénario est fondé justement sur comment communiquer et quelle langue utiliser, quel langage utiliser quand on a une rencontre avec un peuple extraterrestre. Donc il y avait la diffusion du film de Denis Villeneuve et donc était accompagné d'ateliers de création. Exactement. De langue extraterrestre. Alors on avait Monté qui était là parce que c'est un vrai linguiste, un vrai scientifique, qui a pu donner les fondements de la linguistique et d'imaginer le contexte. Voilà, une civilisation extraterrestre essaye de prendre contact avec nous. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on communique avec eux? Donc ça a permis, à partir de ces fondements-là, d'engager une discussion avec le public en salle. On imaginait que potentiellement ça pouvait durer une demi-heure, 35 minutes pour capter l'attention. Finalement, à Montpellier et ailleurs, ça a duré beaucoup plus longtemps parce que le public était très réceptif. Donc ça a été une grande réussite. À partir de ces quelques exemples-là, on pourra en prendre bien sûr d'autres. Mais voilà, on a cette accroche-là, créateur, créatrice web, et ça nous a permis aussi d'initier d'autres collaborations, notamment en termes de vulgarisation scientifique avec des créateurs, mais aussi des scientifiques, pur sucre, j'allais dire, pur jus, parce qu'on a fait des partenariats avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, avec le CNRS, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour aussi faire beaucoup de vulgarisation, d'être assez attractif via les films qu'on propose, parce qu'on avait des films classiques, Rencontre du troisième type, Interstellar, enfin des films assez porteurs, et qui nous permettaient, grâce à cette attractivité, de pouvoir proposer des éléments aussi de pédagogie, en tout cas de vulgarisation, culturelle et scientifique. Merci beaucoup. Toi, du coup, Alix, de ton côté, j'ai un peu dévoilé le centre de l'appel à projet, c'était travailler beaucoup sur donc, une programmation spécifique en lien du coup avec ce qu'on appelle en bon français la gamification de la venue au cinéma. Donc, quel verrou exactement vous cherchiez à débloquer dans le cadre de cette situation ? Oui, en fait, on voulait vraiment travailler sur le changement de réputation des films et des salles. Et au lieu de mettre en avant les films dès le début, c'était vraiment de les rendre désirables aussi à travers tout un parcours. Encore une fois, pour intégrer le festival, il fallait faire un parcours urbain, mais tout était thématisé en lien avec les soirées. C'est-à-dire qu'on avait quand même des indices. On n'était pas dans les avant-premières secrètes, où on ne connaît pas le film et on a vraiment 0 indice. Là, l'idée, c'était quand même d'attiser une certaine curiosité. C'est-à-dire la soirée drag Chocho, par exemple, elle était liée avec une planque à la Mutinerie à Paris, qui est un lieu assez connu pour les personnes LGBT. On commençait déjà à avoir des indices au fur et à mesure, aussi avec le ton qu'on mettait en place en amont sur notre Insta, et de petit à petit créer une mise en scène à la fois technologique, parce que du coup il y a peut-être besoin d'une application et de jeux en réalité augmentée, mais pas que, vraiment éditorial. Et dans la communication, tout était lié jusqu'à ce qu'on arrive dans la salle de cinéma. Donc on a enfin trouvé le lieu, etc. C'est débloqué la soirée, on accède à notre soirée. Et là, il y a encore une mise en scène qui se met en place, cette fois-ci avec des artistes émergents qui ont aussi activé leur communauté. Donc là, c'était des drag king show, mais on a fait ça pour du drag créature, on a fait ça pour du théâtre immersif, pour du médium. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que le film est au centre, mais c'est via plein d'étapes qu'on arrive à la projection du film. Et l'envie aussi, c'était de ne pas avoir des avant-séances avec des présentations, ou en tout cas une mise un peu trop analytique, mais vraiment être dans le côté festif, social. Et c'est ce que vous avez remis aussi dans l'étude, c'est qu'il y a vraiment cette envie de faire une expérience complète. Et du coup, c'était un peu l'idée du début jusqu'à la fin. On allie l'immersif avec la technologie et entre guillemets l'urbex, le parcours urbain, et avec le collectif et l'expérience artistique qu'il y a autour. Et aussi, ce qui est important, c'est que dans cette envie qu'on avait
de changer le ton en fait de ces salles et de ces films, c'était de faire une thématique sur le rendre visible, donc le perceptible. Donc on a vraiment travaillé aussi sur des thématiques queer, féministes et sur le surnaturel aussi, donc un peu cinéma de genre. Et voilà, mais très axé film indépendant et en plus européen, puisqu'on était lié aussi à l'appel à projet Europa Cinéma. Merci beaucoup. Donc toi, Agnès, c'est créer de toutes pièces un lieu. Pareil, quelles sont, même question, quels sont les verrous que tu voulais faire sauter et les leviers que vous avez actionnés pour ça? C'est marrant parce qu'il y a plein de choses qui résonnent avec ce que vous venez de dire tous les deux. Mais nous, c'est vrai qu'on part d'un lieu, on part d'un nouveau lieu. Donc on part de cette envie aussi de créer un espace chaleureux dans lequel on veut multiplier les portes d'entrée, c'est un peu ça le point de départ. Se dire aujourd'hui, si on peut voir des films partout et si on part aussi de ce constat d'une cinéphilie qui se transforme en fait, où la presse a peut-être moins d'impact et un peu tout ce que vous avez présenté juste avant. On se disait comment recréer du désir autour des films, comment redonner l'envie sur d'autres types de contenus que ceux qui paraissent évidents à première vue, qui sont les premiers choix. Et donc, on s'est basé sur la communauté créative, cette idée aussi de fédérer une communauté, d'impliquer pas juste des spectateurs, mais une sorte... Parfois, on parle de jeunes comme ambassadeurs. Nous, c'était vraiment l'idée d'impliquer une communauté créative comme ambassadrice de la sortie en salle sur le territoire. Cette idée aussi que nous, on a installée à Toulouse. Toulouse, c'est un endroit où on a beaucoup d'artistes, de gens qui veulent faire des films, mais qui se sentent aussi assez loin de cette pratique et de Paris et de cette idée de l'industrie. Et donc, on voulait pouvoir les accompagner en ayant des espaces, des ateliers à leur disposition. Donc concrètement, le premier dispositif qu'on a mis en place, il y avait quelque chose de graduel. Cette idée qu'on pourrait accompagner des artistes sur tout un processus et que cette idée qu'il y ait des choses qui se passent un peu comme dans un théâtre ou dans une salle de musique derrière l'écran nous permettrait aussi de communiquer sur les réseaux. Tu en parlais tout à l'heure, Emmanuel, sur cette idée de éditorialisation, communication. Pour nous, la question du lieu, la manière dont on a pensé le lieu, la manière dont on le programme, dont on l'habite et dont on communique est une sorte de même cercle. En fait, les choses sont vraiment connectées. Donc, par exemple, cet appel à film, c'est un appel à nanométrage. C'est des films très courts qu'on peut ensuite nous partager sur les réseaux sociaux. On a lancé cet appel en donnant des rendez-vous aux gens intéressés, donc à quiconque qui avait envie de se lancer dans la création d'un film, toutes les semaines. On a des sessions gratuites où on invite des artistes du territoire qu'on a rencontrés, des monteurs, des gens qui font des effets spéciaux, justement en se basant un peu sur cette question-là de la pratique. Et on les invite à venir faire de la médiation autour de leur travail. On invite aussi chaque semaine des professionnels pour donner des ateliers, un peu comme on assisterait à une séance de cinéma. Et l'année dernière, c'était notre première édition, on a reçu un peu plus de 150 films, microfilms, de très grande qualité et surtout d'une grande diversité. Et dans le sens où, comme on les avait encouragés, je pense, à hacker l'image, à faire du bricolage dans une approche très DIY, do it yourself, on ne s'est pas du tout retrouvé dans une reproduction qu'on retrouve parfois dans ces modes un peu de kino ou de film en 48 heures, de reproduction parfois justement de cinéma hollywoodien. On s'est retrouvé avec des gens qui essayaient en fait de raconter des histoires qui les touchaient de leur territoire et qui avaient en fait déjà pas mal d'outils. Du coup, on a organisé une projection de tous ces films et ces contenus, on est venu les partager, tous les lauréats, sur nos réseaux sociaux. Juste ces reels, quoi, ces nanométrages, ont généré en quelques jours plus de 50 000 vues. Donc ça, c'est un contenu, nous, qui nous a, à proprement parler, rien coûté et qui nous a permis de développer une confiance assez forte avec une communauté aussi d'un public d'autres jeunes en fait qui avaient cet âge-là de voir ces contenus et qui est venu renforcer, je pense, cette confiance aussi dans notre programmation. Donc j'en viens un peu au deuxième point, au deuxième levier qu'on active, qui est cette question de la communication. Nous, dès la création de ce projet, on a fait appel à une agence de graphistes qui ont conçu en fait pour nous toute une identité avec une typographie, des codes qu'on décline sur tous les supports, des supports papier, des affiches faites pour chaque film, des supports vidéo. On a fait un making-of sur la fabrication de notre cinéma. On fait des vidéos quand on reçoit des artistes comme le superviseur des effets spéciaux de Everything Everywhere All at Once qui est venu faire une masterclass chez nous l'année dernière. Tout ça, ça rentre dans une même charte qui nous permet aussi, je pense, d'être reconnus à cet endroit-là et qui renvoie vers cette troisième chose, donc cette idée de saisonnalité. C'est un peu cette idée de faire comme
un rendez-vous de festival est à l'année, mais ce qui change pour nous dans la dynamique que pourrait avoir un festival, c'est qu'on est une salle de cinéma et donc on a un espace. Cet espace, on l'habite tous les jours. Et dans cette idée de fil rouge thématique, ça nous permet aussi de créer de nouvelles portes d'entrée parce que, et c'est là où ça résonnait pas mal avec ce que tu décrivais des Mycéliades, je pense qu'on essaye de créer aussi des portes d'entrée culturelles avec plein d'autres partenaires. Par exemple, sur notre saison là, qu'on décline cette année qui est autour des territoires, de comment les artistes vont faire des films à partir d'un endroit de manière située. On fait un peu un tour du monde comme ça de collectif. Hier soir, on a accueilli Alain Guiraudy. Alain Guiraudy, on l'a invité à parler non pas seulement de son travail cinéma, mais aussi de son travail en tant qu'auteur. C'était une discussion autour de l'imaginaire occitan. Donc hier soir, c'était ça notre porte d'entrée, sur une soirée qui a un rendez-vous cette année qui s'appelle Ruralcore. Ruralcore, on l'a vraiment pensé comme une fête musicale, Ruralcore, avec cet écho à la musique. C'est des fêtes où on montre un film de répertoire. Donc hier soir, c'était Farebic, 44, premier film occitan tourné en Aveyron. Et on a proposé à Alain Guiraudy de venir parler de langage, de mots, de qu'est-ce que l'imaginaire occitan a infusé chez lui. Et au milieu de ça, on avait un mix de vinyle en occitan des années 70 à aujourd'hui. On avait un public qui était hyper divers. Et je pense que c'est le plaisir aussi qu'on a à mélanger et à hybrider à la fois le lieu et les contenus. C'est aussi... C'est pas juste pour ramener un public jeune, c'est pour diversifier le public. Se dire que sur un film comme ça de répertoire, nous, on n'a pas, je pense, de base capté un public cinéphile. On travaille avec la Cinémathèque de Toulouse qui a ce public autour d'elle. Et l'idée, c'était justement qu'à la Forêt Électrique, on a un public plus large qui vienne sous le prisme du mix vinyle qu'ils ont vu au Dada, qui a un café assez cool à Toulouse, et on les connaît par ce prisme-là, mais ça va être 100% occitan, ou par, évidemment, l'appel de Alain Guiraudy, qui est un artiste contemporain connu, mais peut-être plus par le prisme queer, ou de lui en tant qu'un artiste global, aussi en tant qu'auteur, photographe, et pas juste par l'axe cinéma, cinéphile, qui impliquerait en effet des codes que la plupart de nos spectateurs, parce qu'on a fait des études justement dans le cadre de cette étude, enfin de ce soutien du CNC, n'ont pas toujours. Alain Guiraudy, plein de gens hier soir ne savaient pas qui c'était, et c'était formidable de les voir découvrir Alain Guiraudy par la question de l'occitanisme, qui est quelque chose que beaucoup de gens aussi ne connaissaient pas hier soir, mais c'était le côté fête qui leur ont fait se dire que c'était sûrement une soirée un peu cool, parce qu'on était répertorié dans l'agenda culturel Clutch à Toulouse. Ça circulait comme une fête hier soir, alors qu'on remontrait le premier film occitan. Donc là, je viens un peu de ça, et j'ai trouvé ça hyper touchant qu'on soit aussi en capacité de réussir ce pari, de montrer un film des années 40 et d'avoir une salle pleine dans une dynamique aussi assez festive, comme on pourrait retrouver un peu dans les festivals de musique. Et ça, c'était vraiment un des points de départ, je crois. Et du coup, dans un nouveau lieu. Et dans un nouveau lieu. Et donc là, je switch à toi. Tu passes aux anciens lieux. Exactement, pas aux anciens lieux, à la force de frappe tes lieux et d'une marque en plus que vous y avez adossé qui est YouTube. Donc du coup, pareil, même question. En fait, ce qui ressort, je trouve, c'était on a tous un peu rebondi sur la pertinence de l'appel à projet à ce moment-là. C'est vrai que pour se remettre dans le contexte, le Covid, c'était la veille à l'époque. Nous, côté MK2, on avait un enjeu sur ce public-là. Déjà, on pressentait que la désaffection, il n'y a pas de désamour pour le cinéma, mais que la question de la fréquence était un défi. Et nous, sur ces publics-là, on s'est dit qu'une manière de répondre à ce défi, on a eu d'autres initiatives chez MK2 au sortir du confinement des salles et pendant le confinement des salles. Mais une des itérations qu'on a eues, et du coup je remercie aussi le CNC, parce que ce genre d'appel nous oblige aussi quelque part à réfléchir à notre métier, à l'industrie. Ça nous met dans un cadre, dans une visée qui nous permet souvent de synthétiser ou de donner corps à des idées qui sont un peu flottantes, mais qui là d'un coup s'incarnent. Tout ça pour vous dire qu'on se dit, nous, pour ce public-là, il faut qu'on leur fasse la preuve par l'exemple de la puissance de l'écran et du son. Parce que quand on parle des salles de cinéma, on pense souvent à l'écran, mais le son, et notamment chez des publics qui découvrent les salles de cinéma, on voit que quand même le rapport à la façade sonore est assez impressionnant et assez important pour eux. J'ai discuté avec certains qui me disaient, moi j'écoute tout au casque. Et donc c'était la première fois qu'ils étaient dans un son ambiant. Et je fais une petite incise, mais quand souvent on parle de l'expérience collective du cinéma, etc., parfois on peut dire qu'on en fait des caisses, surtout quand je mets la casquette exploitant. Mais c'est vrai que par le son, en fait, on entend les autres, puisqu'on les voit. Et ça a été notamment sur le YouTube Ciné Club des vrais points de réalisation pour nous que
dans la salle de cinéma, il se passe quelque chose. Et donc donner le goût de la salle de cinéma, c'est assez pertinent et ça permet, à notre sens, de stimuler une fréquence. Et je pense que les panels qu'on a vus tout à l'heure vont aussi, en tout cas pour certains publics, là-dedans. À ce moment-là aussi, nous, on commence un peu à avoir des signaux un peu faibles du côté des créatrices, des créateurs sur YouTube, de faire des choses en public dans la salle. Pareil, on est au sortir du confinement, donc il y a une envie pour eux de retrouver leur public, et notamment autour de ce qu'ils vont produire comme contenu. Beaucoup du documentaire, sur des formats qui sont... alors parfois ça les fera hurler, mais assez standards par rapport à ceux de la télé. Donc on est globalement quand même autour du 52 minutes, même si comme quoi, hein. Voilà, même si, mais en termes d'écriture, en fait, on vient à ce genre de durée. Donc on commence à faire des premiers tests et on a des soirées qui sont pour nous des preuves du fait qu'il y a un vrai intérêt à montrer quelque chose qui n'est pas du cinéma, mais qui, pour beaucoup, s'apparente quand même à du cinéma documentaire. Pour exemple, celui qui a fait Seb Lafrite sur le Kazakhstan, qui pour moi est un très bon documentaire. Il y a Luan Mancho, Luan Carmona, qui a fait un documentaire qui s'appelle Le Cabanon, qui sont vraiment de très bonne facture. Enfin, j'aimerais bien en voir tous les mercredis de cette qualité. Enfin, c'est le cas quand même. Mais tout ça pour dire que voilà, on voit que dans la salle de cinéma, il y a un vrai moment de cinéma. Mais voilà, en gros, donc nous, l'idée, c'était la fréquence, c'est un enjeu. La puissance de l'écran et du son, elle peut se faire en montrant des choses que les gens voient d'habitude sur leur ordinateur tout seul. Et on trouvait que c'était particulièrement intéressant d'hybrider, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis évidemment aussi, tout autour, il y avait les rencontres avec les talents, des débats, des introductions par les équipes avant les diffusions de programmes, donc des choses assez classiques. Mais qui n'étaient pas forcément... Avec des grosses personnalités, hein, donc du coup moi celle à laquelle j'ai assisté c'était Géraldine Nakache et Inoxtag. Joyka. Ah pardon. Mais ouais, c'était Géraldine Nakache et Joyka. On a eu donc Seb Lafrite, Luan Carmona. Il y a alors, autre exemple qui n'était pas forcément calculé de notre côté, mais où on voit comment est-ce que le cinéma intéresse beaucoup les publics jeunes, et notamment sur des détails qu'on n'avait pas trop perçus. C'est Michou, donc là quand je vous parle de Michou, je parle du jeune, pas de celui qui s'habille en bleu, mais c'est aussi, quand on travaille avec ces publics, on se rend compte qu'on est souvent le jeune d'un vieux et le vieux d'un jeune, donc il faut toujours un peu essayer de se positionner. Michou nous dit, moi j'ai un format très fiction. En fait, le principe, c'était une enquête de police qui dure 1h30 où il n'y a que des acteurs. Enfin, c'est un énorme escape game, en gros, tourné comme un film. Et donc, il vient le montrer dans la salle de cinéma. Donc, on fait tout un truc autour. Il y a une séance spéciale. On se rend compte aussi qu'il y a des problèmes techniques qui sont comment est-ce que vous annoncez une séance de cinéma à 10 millions de personnes d'un coup. Pour la billetterie, c'est un peu chaud. Donc, ça aussi, c'est d'autres réalités, d'autres carrefours d'audience qui étaient intéressants à structurer. Donc, il en fait la projection. Et une semaine après, il a sorti un vlog où il raconte la projection du cinéma. Et pour nous, je ne vais pas vous mentir, c'est une énorme publicité pour ce que c'est que le cinéma. Et on voit qu'on a passé un temps fou à parler de DCP. Parce que ça leur est assez étranger et ça les passionne. Et montrer le DCP dans le projecteur, c'est un truc qui est intéressant et qui en fait devient assez statutaire et aussi constitutif du moment de cinéma. Et typiquement, nous, c'est le... Bon, je passe un peu sur la suite tout de suite, mais sur la question 3, mais il y a des choses qui appartiennent au cinéma et à la salle de cinéma qu'il ne faut pas transformer parce qu'en fait, pour les jeunes, c'est des repères. Alors, on parlait du popcorn tout à l'heure, mais les bandes annonces, c'est important. L'affiche, c'est important. Et donc voilà. Donc nous, typiquement, pour l'année prochaine, on va revenir un peu sur ces codes-là pour les renforcer, alors qu'on avait eu plutôt tendance à les atténuer. Oui, donc du coup, tu fais effectivement la transition et du coup, je vais te réinterroger là-dessus. Donc là, évidemment, on a 4 expérimentations. Donc évidemment, vous avez rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de vos projets. Il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses que vous allez abandonner probablement et des choses que vous allez continuer ou renforcer. C'est intéressant aussi de savoir sur quoi vous avez buté ou
quelles sont, et j'en ai dit un mot tout à l'heure, des choses qu'on projetait sur les usages des 18-25 ans et qui sont en fait pas du tout adaptées à la salle de cinéma. Et donc toi, effectivement, chez toi, dans cette soirée-là, vous aviez beaucoup apposé l'ensemble des codes des réseaux sociaux et de l'interaction permanente à ce qui pouvait se passer dans une salle de cinéma. Et en fait, ça n'a pas fonctionné et on retombe sur cette notion de sanctuarisation qu'on a évoqué tout à l'heure. Je te laisse en parler. En gros, en plus, je le prends vraiment pour moi parce que j'ai fait ce que je détestais chez les autres il y a 15 ans. Il y a 10 ans, je m'occupais d'un média d'actualité pour les jeunes. Et sur un plateau un peu comme ça, j'avais dit faites attention, quand vous dites aux jeunes que vous faites un truc pour eux, ils vous disent bah non, ça m'intéresse pas. Donc il faut pas faire jeune. Et clairement, on a fait jeune sur ce truc-là. On s'est dit c'est quoi les jeunes aujourd'hui? Les jeunes, ils ont 2 écrans, ils commandent ce qu'ils voient et du coup il y a de l'interactivité, il y a de la viralité, etc. C'était totalement idiot parce que en fait, on s'est rendu compte que quand ils viennent au cinéma pour voir un contenu, ils viennent au cinéma pour le voir, pas pour le commenter en direct. Par contre, ils le font en amont et ils le font beaucoup en aval. Ou même, tu vois, pendant une prise de parole, pendant une table ronde, etc. Là, il y a de l'interactivité. Mais quand la salle est éteinte et que l'écran est projeté, il faut respecter cette attention qu'en plus, on leur demande. Donc, du coup, on avait un chat qui était sur le côté. Et je me souviens que pendant les réunions de production, il y a eu une première version, on ne l'avait pas mis, etc. Et on était un peu fiers de notre gadget aussi. Ce qui n'était pas une bonne idée. On avait manqué un peu de recul en se disant c'est sympa, ça marche bien, mais est-ce que c'est pertinent? Et franchement, ça ne l'était pas. Donc du coup, ça c'est quelque chose qu'on va sortir de ce moment-là. Par contre, l'interactivité, le dialogue, l'échange entre les gens, c'est très attendu qu'il y ait un espace pour avoir ces échanges. Ça peut être tout bête, mais c'est nous, après ces projections, généralement, il y a des rencontres avec les artistes. Structurer une file d'attente où les gens peuvent se parler un peu et faire communauté, c'est plus pertinent pour le coup qu'un chat en multi-écran. Voilà. Donc c'est tout bête, mais de faire des coupes-files qui permettent que les gens se réunissent et papotent entre eux, souvent parce qu'ils ont les goodies d'un truc qui s'est passé il y a 2 ans et du coup ils se disent tiens, t'y étais, etc. C'est des choses qui sont pertinentes. Côté Miss Eliade, quelles difficultés rencontrées, quelles choses abandonnées, quelles choses au contraire qui étaient intéressantes? Il y a eu un certain nombre de difficultés, notamment peut-être la plus importante, ça a été celle de réinitialiser, de renouveler des pratiques qu'on avait nous-mêmes l'habitude de faire un peu au quotidien, avec nos séances accompagnées, avec le festival Play It Again sur le cinéma de patrimoine. On avait des réflexes de communication, des réflexes de comment on fait de la médiation aussi auprès du public, auprès des salles, qu'on n'a non pas essayé de répliquer exactement, parce qu'on savait, on n'était pas complètement idiot à l'origine, on savait qu'il fallait quand même faire des choses un peu différemment, mais on avait quand même ces réflexes-là. Donc il y a eu un effort à faire et qui n'a pas été complètement réalisé jusqu'au bout, puisque je pense qu'en termes de communication, il y avait, pour le festival Les Miss Eliade, il y avait 2 enjeux. Il y avait le premier enjeu qui me semble le mieux réussi, parce que c'est pas nous qui l'avons fait, c'est les créateurs, créatrices qui se sont emparés du projet et qui, sur leur création, sur leurs réseaux sociaux, ont été les ambassadeurs réellement, ont vraiment été très efficaces pour porter le mouvement et le festival et tout ce que le festival proposait. De notre côté, je pense qu'on a été un peu vieille école là-dessus. On a bien sûr ouvert une chaîne TikTok, on a fait de la création de contenu sur Instagram et compagnie. Et je pense que, sans aller trop dans la prospective, mais notre grand enjeu prochain, c'est d'être plus efficace et pertinent dans ces nouveaux médias-là. Donc on va se détacher, j'espère, de ces habitudes-là pour créer de nouveaux contenus, notamment sur Twitch. On a initié 2 ou 3 choses en collaboration l'année dernière, mais on va aller beaucoup plus loin, je pense, parce que c'est un gros manque qui a été vu. Là, voilà, premier point. Et deuxième point, c'est que peut-être à l'origine, on avait conscience quand on a conçu le projet que ça allait nous occuper beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais peut-être pas autant que ça a été dans la réalité. C'est que ça a été pour 60 villes, 130 structures, beaucoup de coordination, beaucoup de mise en liaison avec les intervenants, intervenantes, les partenaires, les salles, la communication, les relations presse. Et en fait, c'est plein de métiers différents, tout ça.
Et de notre côté, il a fallu qu'on apprenne plein de métiers. Ça a été compliqué. Et au fur et à mesure, grâce à l'aide et l'accompagnement du CNC, grâce à de nouveaux partenaires qui arrivent, on va arriver à se staffer suffisamment pour être beaucoup plus efficace là-dessus. Donc voilà les gros enjeux qui sont surtout liés au dimensionnement nouveau de ce festival par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Chez toi, Agnès, du coup, quelles difficultés ? C'est marrant ce que tu décris. Moi, j'allais rebondir, dans ma tête, je rebondissais sur cette question que ça a vraiment été rendu possible par ce timing de l'appel à projet pour nous, parce qu'on venait de remporter un appel à projet de la ville de Toulouse, du coup, pour réhabiliter ce lieu à long terme, avec cette idée de mettre au cœur des espaces de résidence, d'ateliers, mais un modèle qui n'existe pas, qui est complètement inédit. Nous, je connais certains d'entre vous dans la salle, il y a 10 ans aujourd'hui, on était partis faire un tour de France d'abord, puis un tour d'Europe des salles de cinéma, et du coup, c'est quelque chose qui nous avait vraiment intéressé, qu'on avait été recherché. Comment des salles peuvent intégrer des artistes, développer des processus de création, outillés aussi sur des territoires. Pour nous, ça fait très longtemps que la salle de cinéma, ça nous apparaît, du coup avec Michael, mon associé, comme un endroit évident de décentralisation, de développement de talents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu un peu émerger, notamment aux Pays-Bas, cette idée de ce qu'on voit un peu en festival. Vous voyez tous les dispositifs d'accompagnement de talents ancrés dans des salles de cinéma. Le CNC, nous, ça nous a permis, cet appel à projet, de réellement être outillés pour tester ça. Parce qu'on avait l'espace, on avait déjà fait une salle de cinéma éphémère dans une ancienne halle, donc ça on savait l'énergie que ça demandait et les aptitudes de bricolage qu'on avait un tout petit peu développées, puis grâce à une large communauté de bénévoles. Donc ça on a su refaire, on a su redécliner. C'était pas tant cette partie événementielle qui a très vite pris, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans ces soirées un peu festives, on sent un besoin hyper fort et une place vraiment à prendre. Donc c'est pas tant à cet endroit-là que cette chose nouvelle de se dire ok, on veut développer la création mais de manière ambitieuse, un peu dans la continuité des dispositifs de CNC Talent en région, et on veut le faire pour être un relais vers la diffusion, que tout ça soit connecté. On ne veut pas une salle de cinéma avec des espaces de résidence et des séances pour encore un autre public. Nous, dès le départ, on s'est dit que ces trois choses permettaient de créer une dynamique, en fait. Justement, que ces talents seraient des bons médiateurs, parce que ça serait des jeunes talents qui viendraient parler de films, ces films qui les inspirent. Il y aurait quelque chose qui intéresse du coup ces nouveaux publics, parce qu'ils auraient des films faits là avec cette idée que le lieu est habité. Enfin voilà, toute cette dynamique que je vous ai un peu décrite. Donc pour nous concrètement, ça a été ce point de départ de se dire quels sont les espaces dont les artistes ont besoin, quels sont les dispositifs qu'on va pouvoir créer pour outiller. Donc on a énormément planché sur des dispositifs de résidence in situ, sur cet appel à films. On s'est associé à de nombreuses marques. Donc ça a été aussi ce travail-là d'aller voir Blackmagic, d'aller voir des marques nationales pour faire gagner des lots assez importants et encourager du coup les gens du territoire. Évidemment, un dispositif de workshop, il faut imaginer que à Toulouse, c'est une grande ville étudiante. Donc on a une communauté assez forte de créateurs, créatrices. Quand dans l'espace, il faut l'imaginer, vous l'avez vu un petit peu en photo, mais il est hyper modulable, et ça pour nous c'est une vraie chance, et je pense que c'est aussi une vraie porte d'entrée. Beaucoup de gens viennent chez nous parce qu'ils se disent c'est une salle de cinéma qui est vraiment atypique. Le bar pour le moment est dans la salle, évidemment on l'éteint parce que pour nous l'espace de la projection il est sacralisé, mais ça permet un peu ce que tu décrivais, des espaces avant, après, qui sont je pense un peu de l'ordre de l'expérience, et ça souvent l'expérience, nous on la traite de cet axe social, mais quand on pense social, c'est pas juste venir boire un verre, c'est avoir vraiment un espace où on en parlait il y a quelques jours. Par exemple, après un film, on peut montrer un making-of, rallumer les lumières, rallumer le bar, et les gens discutent naturellement du film qui vient d'avoir lieu. Donc, les défis, pour pas trop me perdre, les défis, ça a été cette question de quels espaces il fallait qu'on développe dans notre lieu pour permettre tout ça, cette hybridation, ces rencontres. Et quels étaient les dispositifs à lancer, les résidences, comment accompagner des artistes, comment faire des choses ambitieuses. Et donc nous, ce qui a changé par rapport à l'appel à projet, c'est que dès le début, on voulait lancer ce concours de films, ces ateliers et les résidences en même temps. La première année, en même temps qu'on ouvre les portes et qu'on programme. On est une équipe de 3 personnes. Donc c'était sacrément ambitieux. Ce qu'on a appris en le faisant, c'est que c'était hyper important dans ce nouveau modèle de laisser du temps à la communauté de s'emparer du projet. Donc on a décidé de décliner par année
des étapes, en fait, des leviers à activer. La première année, un concours de microfilms avec des rencontres gratuites. La deuxième année, avoir un vrai programme d'ateliers en plus qui viennent outiller. Et là, cette année, des résidences dans les murs avec un vaisseau qu'on a construit dans nos espaces. Du coup, on a pu ouvrir ces espaces pour des expositions. C'est hyper amusant d'entendre des gens du quartier. Là, j'entendais l'autre jour au café dire oh, « T'as été à la forêt électrique, ils ont construit un vaisseau spatial. » Enfin, voilà, ça devient une porte d'entrée pour eux et puis on les revoit devant Farabic. Donc pour nous, cette idée aussi de savoir activer des communautés, ça a été, je pense, vraiment le principal défi, de se dire on ne va pas juste lancer un dispositif pour des artistes dans une salle de cinéma créative. Une salle de cinéma créative, ça n'existe pas au sens d'avoir d'espace ancré pour la fabrication de films qui ne soient pas juste des espaces jeunes publics. Du coup, il a fallu vraiment laisser de la place aussi aux artistes et puis avoir aussi de sacrés noms pour aussi nous donner du corps. On a réussi à avoir du coup le superviseur du film qui était aux Oscars l'année dernière, Benjamin Brewer, des 12, qui est un illustrateur assez connu, qui a presque 1 million d'abonnés sur Instagram. Donc on a aussi été chercher des leviers comme ça via des artistes qui puissent partager leur processus, mais de manière assez sexy, et qui nous ancrent à cet endroit de salle créative, de salle fabrique. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être pour finir sur cette question, le défi pour nous, c'est vraiment de se connecter à d'autres lieux, salles de cinéma, à d'autres salles de cinéma qui s'intéressent aussi à cette question de la création, et qui n'ont pas forcément les espaces. Pour nous, c'est pas forcément... nous, on a des espaces d'atelier parce qu'on hérite d'un lieu d'atelier, donc c'est super, on peut faire des films, faire du tournage dans nos murs, mais parce qu'on le pense comme ça. Mais simplement aussi avoir des temps pour des communautés dédiées, pour que des gens sur le territoire puissent projeter leurs films, se rencontrer, parler de processus, faire des masterclass, être sur cette dynamique-là. Je pense que c'est aussi une manière de se réapproprier une cinéphilie beaucoup plus descendante avec quelque chose de beaucoup plus horizontal et qui connecte avec, je pense, ce qu'on travaille un peu tous, cette idée de ramener des contenus d'Internet, de ramener des pratiques de nouvelles générations vers la salle. Donc voilà, se sentir aussi partie peut-être d'un mouvement de salle qu'on retrouve par bribes aujourd'hui, mais beaucoup de salles craignent de ne pas avoir les espaces pour faire ça. Alors qu'on se rend compte que ce n'est pas les espaces qui manquent. C'est ce sentiment de l'adresse, de dire qu'on peut déjà fédérer des gens à cet endroit-là. C'est très clair, merci beaucoup. Et donc du coup, toi, de ton côté, alors ceci dit, je pense que vous avez en commun effectivement ce défi de la communauté, parce qu'en fait, toi, ton projet reposait beaucoup sur un engagement en fait extrêmement fort et avec un défi technologique assez important. Je crois rien dévoiler. Voilà. Il n'est pas Pokémon Go qui veut. Voilà. Non, complètement. En fait, il y a eu un projet avec un déploiement technologique très important. On a dû créer une application parce que du coup, il fallait créer des jeux en réalité augmentée dans l'espace public. Donc ça demandait vraiment d'avoir un hébergement en fait suffisamment fort. Donc ça demandait de créer une application, créer des parcours dans 2 villes différentes au début, donc Budapest et Paris, puis ensuite Biarritz, Amiens, Pantin, bref, beaucoup de choses à imaginer. À chaque fois, je ne sais pas si on peut remontrer les images du début de la présentation, mais il y avait vraiment cette envie d'avoir quelque chose de qualité. Donc c'est-à-dire on est parti sur des films pour vraiment créer des univers autour des jeux qui étaient vraiment de qualité, encore une fois. Mais ce qui fait qu'on a eu à la fois le déploiement technologique très important, ce qu'on ne savait pas faire parce qu'on était 2,5 et encore pas à temps plein, parce qu'on est on était dans une structure, un cinéma, mais en réalité c'était un peu plus compliqué que ça. Donc ça, c'était aussi important de le dire. Je pense qu'il y a 2 éditions d'un festival en 1 an qui ont été faites, où on a travaillé avec, encore une fois, la Hongrie. Donc c'est-à-dire créer toute une éditorialisation du festival, le choix des films, travailler les droits des films dans les 2 pays, et ensuite trouver des artistes dans les locaux et vraiment qui fonctionnent avec et les lieux partenaires et les jeunes sur place et les salles en question. Et du coup, il y a eu une vraie différence entre tout le temps et l'énergie qu'on a passé sur la technologie, le déploiement technologique et même l'argent, et inversement, en face, le temps qu'on a eu pour la communication, en fait, et pour faire une communication suffisamment importante liée à l'ambition qu'on avait en termes technologiques. Ce qui fait qu'au final, dans les retours qu'on a eu des spectateurs du festival, il y a vraiment eu ce truc de... ça demandait trop d'engagement, et comme on n'était pas une marque forte
ils n'ont pas tous eu envie de télécharger l'application, d'aller dans une station de métro, faire toutes les planques de Paris. Par contre, quand les gens ont téléchargé l'application, ils n'ont pas fait un seul parcours, ils en ont fait plusieurs. Et on les a revus à plusieurs soirées. Ça, c'est quelque chose qui était assez chouette d'observer, c'est que sur les 2 éditions à Paris, en tout cas, on a vraiment eu un transvasement, un retour à chaque fois des spectateurs sur plusieurs soirées. Et surtout, ils ont attendu 6 mois, ils sont revenus sur les soirées de la 2e édition. Ça, c'était assez chouette à observer. Et en parallèle de ça, Imperceptible a été créé dans une sorte de triptyque qu'on avait imaginé aussi avec les cinémas indépendants parisiens, donc le Breakfast Club et l'Open Screen Club, qui était aussi dans l'appel à projet CNC. Et l'idée, c'était que Imperceptible était un festival éphémère qui travaillait sur l'engagement du spectateur pour aller en salle de cinéma et après vivre une expérience augmentée avec l'activation de communautés, comme tu l'as dit, sur notamment la communauté queer, mais pas que. Et par contre, le Breakfast Club, c'est quelque chose de mensuel avec une participation accrue des coprogrammateurs jeunes où on a transmis, on va dire, les artistes de Imperceptible dans le Breakfast Club, et le Punch Screen Club, c'était carrément l'écran libre pour les jeunes. Et on a vraiment retrouvé les publics dans les différents dispositifs qu'on a créés, puisqu'en plus, c'était les mêmes salles qui participaient. Donc ça, c'est assez chouette. C'est un peu la réussite aussi, c'est que on a vraiment réussi à créer une vraie communauté qui venait pas pour le cinéma à la base, mais plus sur des thématiques précises et qui reviennent de plus en plus. En tout cas, dès qu'il y a une soirée événementielle, et dans ces salles-là, ils sont presque des habitués, on va dire. En tout cas, ils reviennent plusieurs fois par an. Et voilà, en fait, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est encore une fois vraiment le ton et le travail qui a été mis en place avec les artistes qui ont activé leur communauté. En fait, c'est un peu pareil qu'à chaque fois de ce que vous venez de dire. C'est vraiment tout le travail sur l'expérience collective et l'éditorialisation, la communication qui a été faite autour, qui a fonctionné. Et au final, tout le temps qu'on a passé sur travailler notre petit œil imperceptible pour qu'il s'adapte à chaque film, je sais pas, pour reprendre un exemple, si c'est possible de montrer l'endroit où il y a la cabane. Ouais, merci. Là, c'est Falcon Lake. Du coup, c'était la soirée Under the Ghost, où on a fait venir un médium qui a fait des lectures de vie antérieure. C'était assez impressionnant. Et du coup, on a travaillé vraiment sur les aspects du décor pour refaire un gameplay où il fallait trouver le fantôme, etc. Tous les indices étaient aussi en fonction de choses ésotériques dans la ville de Paris. Donc, c'était vraiment un truc qu'on a beaucoup pensé. Et au final, encore une fois, l'ambition était là et on a passé beaucoup de temps pour un résultat un peu moindre, puisque il y a finalement assez peu de gens qui sont passés par la partie parcours, et la plupart pas la plupart, mais une partie, on va dire qu'il y a 60% des gens qui ont fait les parcours et 40 qui ont trouvé des moyens détournés pour accéder quand même à nos soirées sans avoir à faire les parcours, parce que ils voulaient juste jouer au jeu, mais au cinéma il y avait des petites planques, etc. Donc ils ont réussi à trouver comme ça, et ne pas avoir à télécharger encore une fois une application sur leur téléphone. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément valorisé. Donc aujourd'hui, c'est une vraie réflexion qu'on a aussi pour remettre au bon endroit nos compétences, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, là où on était fort, c'était l'exploitation, tout ce qui est création d'un fil rouge, d'une éditorialisation, d'une communication. J'avais un super designer avec moi et c'était top, mais par contre la technologie, c'était pas notre truc et on s'est pas fait suffisamment accompagner, donc on a passé trop de temps dessus avec des remontées de bugs jusqu'au moment où le festival était lancé. Et voilà, ça c'est une vraie leçon qu'on a à tirer de cette expérimentation, parce que c'en était une. Exactement, ouais. Tu m'offres du coup la transition pour la dernière partie de la discussion sur l'après, mais c'est effectivement un point extrêmement important que tu viens de mentionner. Dans l'étude qu'a présentée Cécile, dans les éléments qu'on a commencé à dépioter un peu ensemble, il y a effectivement donc toute cette partie de digitalisation de ces nouvelles générations et donc du coup de leur impact sur leur manière d'aller au cinéma et comment nous collectivement on appréhende ce sujet-là. Dans le cadre de 15-25 et dans vos projets, on était dans le cadre d'une expérimentation. Maintenant, on est aussi dans une phase de la réflexion d'après, c'est-à-dire comment ces modèles-là sont réplicables, peuvent tenir dans le temps, et puisque la question se pose, et c'est quand même le nerf de la guerre, comment c'est économiquement tenable. Et donc effectivement, la question que tu poses aussi, c'est l'adéquation des moyens que des salles de cinéma indépendantes ou des gros réseaux de salles sont capables de déployer
pour atteindre cette cible-là avec un résultat qui permet de maintenir un équilibre économique ou une faisabilité technologique qui soit satisfaisante. Donc ça, c'est un vrai enjeu à l'échelle de l'ensemble des candidats, enfin des lauréats d'ailleurs 15-25. Et je pense que c'est une question qui va se poser pour les années à venir et probablement pour les éditions qui vont venir de chacun de nos projets. Et donc du coup, je pose la question, MK2, YouTube, l'après c'est quoi, Mycélia, c'est voilà. Je commence avec toi du coup sur. Nous, un point essentiel, d'ailleurs qui était dans le rapport, c'est que, en tout cas de notre point de vue chez MK2, c'est que quand on crée de l'événement autour d'une séance de cinéma, les gens répondent. Il y a des enjeux de communication, de faire savoir, de faire venir, mais on voit que quand même globalement le travail ne se fait pas dans le vide. Quand on crée de l'événement, les gens viennent. La question, c'est comment est-ce qu'on le réplique sans s'épuiser. C'est vrai que sur les mois précédents, on était dans des structures très prototypes. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour passer à une échelle ? Nous, très concrètement, le YouTube Ciné Club, ça devient un label de programmes qu'on distribue, qui sera opéré par MK2 Alt, qui est une structure de distribution chez MK2 qui est assez nouvelle et qui, justement, s'occupe de programmes atypiques, de films atypiques ou de contenus hors cinéma. Après, donc ça, c'est pour ma partie. Après, les gens avec qui je discute, on voit qu'il y a quand même un enjeu, et aussi je fais un clin d'œil au CNC, sur la production des contenus à l'échelle du cinéma. Tout à l'heure, je vous disais que moi, j'ai aucun doute sur le fait que les créatrices et créateurs qui trustent les plus grosses tendances de chez YouTube, pas tous, mais il y en a certains qui ont de vraies qualités d'écriture, documentaire notamment. Je reprends l'exemple de Michou, mais moi qui fais pas mal de prod exé sur des docus, souvent sur le passage de l'écriture à la voix off, c'est assez laborieux pour le cinéma. Lui, il arrive, il pense tout de suite en séquence, il a sa caméra, il pose des questions. Là, je suis sûr que s'il s'asseyait, tu te dirais pourquoi est-ce qu'il y a un truc en mousse sur la table. Parce que c'est tout le savoir-faire du CNC, comme ça évite que ça fasse boum quand on le pose sur la table. Lui, il le sait, il en crée une séquence et du coup, on est assez capté sur un truc très technique qui devient assez sympa à raconter. Le fait est que c'est un écosystème qui est quand même en train de se structurer et donc de produire des contenus qui dépassent l'heure, qui s'approchent de l'heure et demie, c'est un enjeu, c'est un défi. Pour des structures de production qui sont assez petites et qui ont en fait un peu les mêmes problèmes que nous, c'est qu'on est sur des nouveaux formats et parfois on est très dans le prototype et ils aimeraient gagner, je pense aussi un peu de pas de confort, mais en tout cas de tranquillité sur la manière de bosser sur ce genre de trucs. Donc nous on échange beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris comment est-ce qu'on tourne avec un iPhone. On leur a appris beaucoup comment est-ce qu'on mixe un son en 5.1. Et donc, il y a ces échanges qui sont assez féconds et qui, je pense, vont nous tirer vers de la production de contenu assez forte. Mais voilà, c'est quand même un défi. Il y a quelque chose, en tout cas, là, dans l'écosystème de YouTube, il y a un truc très saisonnier. Donc, il y a un moment où ils se mettent tous à produire des contenus qui, pour nous, ont une place en salle. Et puis le reste de l'année, plus du tout. Donc c'est aussi cette régularité, cette constance que nous, on appelle et qu'on essaie de favoriser. Voilà, donc en gros, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est pas une expérience qui reste à lettre morte. On veut la pérenniser, on veut l'amplifier. Et donc c'était un bon point de départ et on est vraiment on voudrait sortir du prototype là, sur les mois qui viennent. Merci beaucoup. Du côté des Mycélia, je crois du coup c'est déjà une nouvelle saison. Ouais, tu spoil un peu du coup. Oui, il y a des visuels. Mais comme toi, on a constaté que les 2 premières éditions, on n'a pas complètement travaillé dans le vide, puisqu'il y a un premier constat qui est celui que pour la 2e édition de février 2024, on a fait une progression de plus 80% en termes de fréquentation dans toutes les villes. Donc ça, c'est un premier point qui est plutôt encourageant. Les retours plutôt enthousiastes des structures qui ont manœuvré en local sur tout ça sont quand même aussi très largement positifs, donc ça nous encourage beaucoup. Tout ça, bien sûr, coûte un certain argent. C'est un financement important
que le CNC nous a permis de concevoir grâce à cet appel, qui malheureusement a été contraint dans le temps sur ces 2 ans-là, ce qui fait que il a fallu réfléchir pour une 3e édition à un nouveau plan de financement, qui là aussi est aidé, accompagné par le CNC dans le cadre du budget de la DRC, et il a fallu qu'on aille chercher aussi d'autres partenaires pour stabiliser tout cela. On a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a doublé son financement pour le festival en termes de vulgarisation scientifique, donc ce qui nous permet de nous projeter concrètement sur un plan de financement un peu plus élevé que les 2 premières éditions, donc plutôt positif dans ce cadre-là, avec un accompagnement financier aux structures, salles et bibliothèques, pour la rémunération, le déplacement, l'activation des animations un peu plus important. Ce qui est quand même le plus important finalement dans le projet. Donc oui, on repart sur une 3e édition l'année prochaine, en février 2025, qui sera sur, après besoin d'espace sur les voyages spatiaux, après les voyages infinis dans l'espace, dans le temps et intérieur. On va travailler la question des intelligences au pluriel, parce que c'était une grosse demande des structures de parler bien sûr de l'intelligence artificielle, mais pas que, les robots, les androïdes, mais aussi les intelligences extraterrestres, les intelligences humaines, parce qu'il paraît que ça existe, et puis bon, globalement les intelligences non humaines, un petit peu avec... Bon, là, il y a un petit teasing sur les films qui seront proposés. Et puis, sur le même principe, avec des ateliers, avec des écrivains, des écrivaines, des essayistes, des BDastes, des vidéastes, des scientifiques, sur le même concept, mais peut-être avec un petit peu plus de moyens financiers et des moyens humains aussi, parce que grâce au relatif succès de ces 2 éditions-là, on a décidé à l'agence de se staffer un petit peu. C'est-à-dire que là, on finit la période de recrutement de quelqu'un qui va s'occuper en grande partie du festival Play It Again sur le patrimoine qu'on organise et aussi sur les Mycéliades pour apporter ses compétences et puis une force de travail qui nous est très nécessaire. Merci beaucoup. De ton côté, Alix ? Alors moi, on a fait 2 éditions de Imperceptible et j'ai quitté la structure dans laquelle on avait créé. Donc pour l'instant, ça a mis un petit coup d'arrêt. Mais par contre, il y a quand même un impact, c'est-à-dire que, comme je le disais, il y a un catalogue d'artistes qui a été un peu créé aussi et qui ruisselle vraiment beaucoup sur les cinémas indépendants parisiens. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de structures, beaucoup de cinémas qui ont créé un peu des rendez-vous mensuels qui sont très liés à ce qu'on faisait. Et on a des demandes aussi on a fait quand même des soirées imperceptibles pour d'autres festivals, notamment à Strasbourg. Et là, on a des demandes de cinéma un peu partout en France pour créer des ciné-clubs sur le ton d'Imperceptible. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que nous on garde quelque chose de plus ancré et de plus régulier parce que c'est le côté éphémère, c'était très bien pour tester, mais après il y a la question de la régularité pour que justement on voit l'impact réel des pubs sur les publics, mais aussi la question de la légèreté du dispositif. Donc de toute façon, si on se relance dans l'aventure, faut créer ou s'adosser à un autre type de structure qui soit un peu liée aux mêmes problématiques que nous. On a quelques idées en tête, mais voilà. Et surtout, retravailler sans application. Et peut-être en rendant plus léger la partie urbex, ou en tout cas en travaillant plus dans la salle en tant que telle, quitte à ce qu'il y ait des choses à faire dans la salle avant la séance, mais peut-être pas autant dans l'espace public, même si l'idée était quand même, il y a quand même quelque chose à en tirer. Enfin bon, bref, on est au début de nos réflexions. Et il y a plein de gens qui ont tiré quelque chose, parce qu'en fait l'idée diffuse, et ce que tu l'as dit, c'est que certains des morceaux du projet sont repris effectivement par d'autres acteurs sur le territoire. Et de ton côté, du coup ? Alors nous, on est en plein dedans. On est en pleine saison. Du coup, je fais un petit aller-retour aujourd'hui à Paris, mais je rentre à Toulouse tout à l'heure. L'idée, c'est comme je vous expliquais, de lancer, là, notre prochaine grande étape, va être de lancer un appel à résidence pour deux projets, 2 artistes qu'on va accompagner sur toute une année sur la fabrication d'un film de A à Z avec des cartes blanches, des Instagram takeover, enfin plein de choses qui vont permettre d'adresser en fait au grand public ce processus de création. Aujourd'hui, on a des workshops du coup autour de la prise d'image, prise de son, des VFX, beaucoup, parce que nous, je pense que notre cœur là autour des ateliers, c'est vraiment tout ce qui est amplification du réel. Tous les ateliers sont complets, donc on sent vraiment un besoin et une envie autour de ces nouveaux formats. La semaine dernière, on était hyper surpris, c'était un atelier où pour la première fois,
presque tous les participants nous découvraient via l'atelier. Donc on se demande comment ils entendent parler de cet atelier. Mais ils n'étaient jamais venus à une projection. Ils ont découvert via soit notre support print, soit les réseaux sociaux, un atelier autour des effets spéciaux. Et on les a retrouvés. Là, on a quelques-uns qui ont réservé pour Saint-Ouen-Illois d'Agnès Varda. Donc il y a vraiment comme ça parfois des porosités assez étonnantes. Donc pour nous, l'endroit des ateliers, c'est sûrement l'endroit où on a le plus de nouveaux publics. Donc là, le développement, c'est terminer notre saison et puis nous projeter notre espace à terme, parce que là, on est dans un lieu donc, qu'on doit encore réhabiliter. Il est mis aux normes d'accueil du public pour pouvoir ouvrir, comme je vous l'ai expliqué, par saisonnalité, mais pour répondre à des contraintes notamment thermiques et aussi avoir un espace aussi salle de cinéma, boîte salle de cinéma. On veut garder ce côté brut pour nos espaces d'accueil, café et un espace événementiel, mais on souhaite évidemment pérenniser toutes ces activités dans des espaces, disons, plus confortables, plus durables, parce qu'aujourd'hui, leur modularité est super, mais implique aussi beaucoup, beaucoup de travail de nos équipes. Donc là, on travaille à la pérennisation de ces espaces, de ces dispositifs. Pour nous, et c'est aussi un peu ce que tu disais, les choses sur lesquelles on travaille, ce qui a vraiment permis le CNC, c'était de lancer la dynamique. Ce sur quoi on sent qu'on a un maximum de besoins pour ancrer la dynamique, c'est à la fois un soutien à des talents qui pourraient passer par les salles de cinéma, que la salle de cinéma soit un endroit pour soutenir des talents via des résidences, via des dispositifs comme CNC Talents, en fait, soit un relais pour des artistes sur des territoires. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation, pour moi qui est en fait un énorme sujet, parce que la médiation, faire le lien entre des films, des œuvres et des publics, c'est hyper large dans notre lieu. Mais aujourd'hui, nous, la médiation, elle a principalement porté sur le lien entre les artistes, les dispositifs justement d'ateliers et des publics, c'est-à-dire qu'il a fallu aller à la rencontre d'artistes sur le territoire. Ce travail, il n'était pas du tout fait, d'identifier des grappes, nous on appelle ça comme ça, des grappes d'artistes, de musiciens, de gens dans le théâtre, de gens qui peuvent faire des films et qui ne sont pas partis. Parce que nous, notre principal problème à Toulouse, c'est ça, c'est la fuite des talents. C'est que les gens qui savent faire un film, le financer, l'écrire, ils partent à Paris. Donc les gens avec qui on se retrouve sont des gens qui ne savent souvent pas quels sont les outils de financement, mais qui ont aujourd'hui des compétences hyper fortes dans tout ce qui va être écriture. On a beaucoup de gens du théâtre qui savent écrire, des gens dans la musique, des gens dans des disciplines annexes, mais qui ne sont pas outillés au sortir des études pour vraiment s'installer de manière durable sur le territoire. Donc nous, on a besoin de pouvoir devenir une interface pour ces talents. On a un espace, par exemple, de post-production qui est super, là, d'ores et déjà, dans cette phase de préfiguration, qui est hyper investi. On sent un besoin, en fait, énorme que les salles de cinéma puissent aussi être un relais de cet endroit-là pour des artistes. Depuis quelques mois, on travaille énormément avec la région, la ville, tous les dispositifs du territoire pour être ce relais-là. Et on sent que la salle de cinéma, vous voyez, peut être un outil aussi pour démocratiser. On parle beaucoup d'éducation à l'image, de démocratiser le processus auprès d'un jeune public. Mais justement, pour nous, c'était hyper important ce qui s'est passé au sortir du Covid, d'adresser enfin cette question autour d'un public jeune, sorti d'études, étudiants qui, pour retrouver aussi le chemin de la salle, a besoin de dispositifs qui ressemblent un peu parfois aux dispositifs pour nos jeunes publics, à des ciné-goûtés, à des dispositifs d'ateliers. Pour aller dans ton sens, le maillage territorial, pour nous, c'est un gros levier pour l'année prochaine. Alors évidemment, on discute avec les grands réseaux plus grands que nous et néanmoins amis. Mais aussi, nous, on pense qu'il y a un vrai intérêt à discuter avec les salles de cinéma indépendants. Donc c'est vraiment un axe sur lequel on va travailler. Et notamment parce que on a tous des approches différentes, mais je pense qu'ils sont complémentaires. Et moi, je vais être ravi de discuter aussi avec les uns et les autres, parce que je pense que chacun a des blocs et des briques qui peuvent ensemble faire des choses encore plus pertinentes. Et nous aussi, ce qu'il y a d'important, c'est que ce soit national dans tous les types de cinéma, parce qu'on a vu qu'il y avait tous les types de publics, il y a tous les types de cinéphilie, et il y a tous les types de salles. Et le plaisir et l'intérêt qu'on peut avoir pour telle ou telle salle ne dépend pas uniquement de son équipement, de sa taille ou de sa proximité même parfois. Bah écoutez, on arrive au terme, je crois qu'on est quasiment dans les temps. Merci à vous quatre. Je crois que la conclusion, c'est la salle de cinéma n'est pas morte. La salle de cinéma vit, se réinvente, et c'est plutôt assez enthousiasmant, je trouve. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions dans la salle ?
Eh bien, parfait. Merci beaucoup et merci d'être venu.